Bonsoir à tous et bienvenue. Tête à tête ce mardi entre le président ivoirien et le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, qui passera le flambeau le 2 avril prochain, est venu faire ses adieux au président Ouattara, qui a été un soutien et avec qui il a eu une fructueuse collaboration au profit des deux pays et des intérêts sous-régionaux. Après les législatives, les députés représentants du peuple se préparent pour la prochaine rentrée parlementaire prévue pour le 1er avril prochain. Quels sont les enjeux de cette nouvelle législature composée de toutes les forces politiques du pays? Les réponses à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, un jeune homme de 21 ans a abattu hier 10 personnes, dont un policier, dans un supermarché du Colorado, un État ayant déjà connu deux des pires tueries de l'histoire des États-Unis. Le tireur a été blessé à la jambe et hospitalisé dans un état stable. Son mobile n'est pas encore connu selon les autorités. Tout d'abord, le tête-à-tête ce mardi entre le président ivoirien et le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, qui passera le flambeau le 2 avril prochain à son successeur, Mohamed Bazoum, d'y être venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara, qui a été un soutien et avec qui il a eu une fructueuse collaboration au profit des deux pays et des intérêts sous-régionaux. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Ce mercredi en début d'après-midi, palais de la présidence de la République. Le patron des lieux, le président de la République Alassane Ouattara, reçoit un hôte de marque, le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou. Au menu des échanges, plusieurs questions, notamment les relations entre les deux pays, la coopération sous-régionale, une visite, la dernière en terre ivoirienne, pour Mahamadou Issoufou, en sa qualité de chef d'État. Il fallait que je vienne te voir en tant que président de la République du Niger pour te dire au revoir. Et j'ai voulu aussi saisir cette occasion pour te renouveler toutes mes condoléances suite à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai voulu aussi faire cette visite pour échanger et me réjouir de la qualité des rapports que nous avons eus au plan personnel et de la qualité du travail que nous avons abattu ensemble pendant toutes ces années. J'ai noté également la très forte solidarité de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme qui menace les pays du Sahel et les pays du bassin du lac Tchad. Nos populations payent un lourd tribut. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu des massacres de populations civiles innocentes au Niger. Et la solidarité des pays amis est très importante pour nous. Alassane Ouattara s'est pour sa part réjoui de cette visite et cette marque de fraternité du président nigérien qu'il a félicité pour la transition dans son pays. C'est un combat commun et nos espaces sont les mêmes, nos peuples sont les mêmes et pour nous, soutenir nos frères du Sahel est quelque chose de tout à fait naturel. Donc nous continuerons d'être présents. Et je voudrais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté à l'occasion de la réforme monétaire. Ce n'était pas une chose facile. Et maintenant, cette chose faite, nous sommes en roue libre pour l'écho dès que les pays seront sortis de la crise. Merci pour ces paroles très aimables et votre mot de condoléances. Et, vous connaissiez bien Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. Donc ce sont deux personnalités de grande qualité qui nous ont quittés ces derniers mois. Mohamed Bazoum succède le 2 avril 2021 à Mahamadou Issoufou, qui achève son second mandat quinquennal à la tête du pays. La Cour constitutionnelle nigérienne a confirmé le 21 mars son élection à la présidentielle du 21 février. Par ailleurs, le chef de l'État a reçu François Beya portant un message du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Il s'agissait d'un mot de compassion à la suite du décès du chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Dans l'actualité politique, les préparatifs de la prochaine rentrée parlementaire prévue pour le 1er avril
17 jours après la tenue des législatives, les députés représentants du peuple s'activent. Quels sont les enjeux de cette nouvelle législature composée de toutes les forces politiques du pays? Les réponses dans ce sujet de Pierre Dipomelin et Eric Quimon. Le 1er avril prochain, ce sera la rentrée des classes pour les députés nouvellement élus. Contrairement à la dernière législature, celle-ci réunit toutes les forces politiques du pays. Le scrutin législatif 2021 ayant été considéré par les observateurs comme le plus inclusif de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour Dr Prégnant, même si le RHDP, le parti au pouvoir, détient la majorité absolue des députés, l'hémicycle aura une animation bien particulière. L'avènement des députés de l'opposition peut avoir effectivement des effets, peut produire des changements. Déjà, les députés de l'opposition vont participer à l'élaboration des lois. Par exemple, des lois organiques. Les députés de l'opposition peuvent appartenir à des commissions. Les députés de l'opposition peuvent appartenir au bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une autre forme de participation à la prise des décisions politiques. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne va plus assister à un processus de décision issu de la majorité présidentielle, même si le RHDP a la majorité absolue. Cette vitalité démocratique, précise le politologue, va également se ressentir sur le terrain dans l'encadrement des masses par les partis politiques. Les partis concourent à l'expression du suffrage. C'est-à-dire que les partis politiques ont pour fonction d'encadrer la masse. Et aujourd'hui, on va constater qu'il y a un vide qui vient d'être comblé. Les partis politiques ont une fonction sociale et une fonction politique. On est dans un renouvellement, dans une réconfiguration progressive de l'Assemblée nationale qui peut avoir effectivement des effets sur l'ensemble de l'activité politique en Côte d'Ivoire. Notons qu'à l'issue des élections législatives, le RHDP a décroché 137 sièges sur 255. La plateforme PDCI-EDS, 50 sièges, le PDCI-RDA, 23 sièges, les candidats indépendants, eux, totalisent 26 sièges. Le jeu des ralliements pourrait faire bouger les statistiques le 1er avril prochain, date de la rentrée parlementaire des députés. En image, l'échafaudage d'un immeuble en démolition s'est effondré sur une passante cet après-midi au plateau. Le quartier des affaires d'Abidjan, à l'origine de l'effondrement de cet échafaudage de l'immeuble Côte ivoirienne, des travaux de démolition dans les étages au marteau-piqueur de béton armé. La chute d'un bloc a entraîné la chute de l'échafaudage qui écrasera une femme et une voiture. Au constat dans un environnement ultra-urbain, l'installation qui empêche la chute des gravats sur la chaussée très passante à cet endroit du plein centre d'Abidjan paraît désuète. Nous poursuivons notre série de reportages pour mettre en lumière les femmes battantes en marge de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars. Et ce soir, coup de projecteur sur Stéphanie Yekpaï qui se bat pour réussir malgré son faible niveau d'études. Calligraphe, âgée de 24 ans, cette jeune fille se donne tous les moyens pour affronter la vie et sortir du lot entre sa profession apprise sur le tas et ses cours du soir. Elle a des rêves bien construits. Son portrait avec Nadia Eidja et Harouna Zeba. Stéphanie est âgée de 24 ans, est en classe de CE2. Deuxième année de cours élémentaires en cours du soir. Dans l'exercice de son activité, cette calligraphe formée sur le tas s'est retrouvée confrontée à une preuve, l'illettrisme. Mais pour la jeune fille désireuse de réussir, cette situation n'est aucunement un obstacle. Avec le métier, au moins, il faut savoir lire et écrire. Voilà, il faut savoir lire et écrire. Voilà les écritures. Si tu ne sais pas lire et écrire, là, c'est difficile. Donc, quand je me suis mis dans le métier, je me suis inscrite dans le cours du soir. Le cours du soir, aujourd'hui, au moins, je suis au CE2. Voilà, je suis au CE2. Mais je vais continuer jusqu'à un BPC. Voilà. C'est 4 ans plus tôt qu'elle apprend la calligraphie, employée pour les tâches secondaires, dans une structure de calligraphie telle que l'accueil client et les photocopies. Stéphanie a fini par apprendre auprès de son patron et de ses collègues. Tu n'as pas la patience, tu ne peux pas faire ça. Voilà, tu ne peux pas faire. Il y a certaines choses dessus. Quand on voit le panneau, il est joli couché. Mais avant d'arriver là-bas, là, si tu n'as pas la patience, ça, tu ne peux pas faire. Ça, là, comme ça. Normalement, c'est menuisier, tu devais faire ça. Mais là, moi, il n'y a plus pointe. Il y a pointé les choses. Donc après ça, je suis allée faire la maquette. Il y a les écritures, le logo.
Voilà. Quand je découpe les logos, je fais ça sur les choses. Je découpe. Maintenant, je fais le rond, je travaille dessus. Là, je mesure les carrés, j'ai fait là. Maintenant, je mets la peinture. C'est quand la peinture, soit le bleu est sec, avant que je mette le blanc. Elle s'est investie pleinement dans ce métier dominé par les hommes, avec de grands rêves. Quand je travaille dans les lieux, les gens me voient, les hommes m'encouragent. Au fait que j'ai mis mon cœur dessus. C'est de là qu'il doit quitter. Là, il doit créer autre chose. Mais il doit m'installer d'abord avec ce que j'ai appris avec mes mains d'abord. Voilà. Mais je m'en sors dedans. Le rêve de Stéphanie, s'installer à son propre compte, être un modèle et créer de l'emploi aussi bien pour la jeunesse en général que pour la jeune fille en particulier. Pour elle, aucune profession n'est au-delà des compétences de la femme. Une idée qui sonne encore plus fort en ce mois de mars, où est célébrée la Journée internationale des droits de la femme. Dans le système bancaire ivoirien, les comptes restés sans opération depuis une certaine période sont classés selon une réglementation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans la catégorie de comptes dormants ou inactifs. Au-delà de 10 ans d'inactivité et après des recherches infructueuses, les soldes de ces comptes sont reversés à la Banque centrale, le régulateur. La disposition est-elle connue de tous? De quel recours disposent les usagers pour la réactivation de leurs comptes? Les réponses dans ce sujet de Nadia Eidja et Arona Zeba. Il y a quelques jours, plusieurs banques de la place publiaient une liste des détenteurs de comptes inactifs afin d'inviter les potentiels bénéficiaires ou ayant droit à se manifester pour l'acquisition des fonds ou la réactivation des comptes. Une information qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux en raison de la légitimité de l'État à réquisitionner les comptes dits dormants après une période donnée. Mais que savent les usagers de la notion de compte dormant? Un compte qui n'est pas actif pendant 20 ans, c'est-à-dire on ne fait pas de retrait, on ne fait pas de versement, on ne fait pas de remise de chèques, on ne fait aucune opération. La carte magnétique ne fonctionne plus. Voilà, pour moi, c'est ça que j'appelle un compte dormant. Parce que moi, mon compte que j'avais eu, mon problème, c'était un compte d'une de mes sociétés et un compte courant, non, un compte épargne. Je n'arrivais plus à approvisionner ce compte. Pour manque de soucis. Voilà, donc, mais après, le gestionnaire m'a contacté pour dire, mais monsieur Dedo, nous avons constaté depuis un bon moment le compte, il est dormant, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai expliqué, elle m'a donné des conseils et j'ai réactivé le compte. J'ai commencé à approvisionner des comptes. Ce que je sais, les comptes dormants ou inactifs, ce sont les comptes sur lesquels il n'y a pas eu d'opération pendant un moment. Et quand le compte est dans cette situation, il faut appeler le client et lui demander de venir remplir les formalités pour pouvoir débloquer le compte. Réglementation des organismes financiers, notamment de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le processus de déclassement de comptes classiques en comptes dormants répond à une démarche bien menée. Après une certaine durée, après 8 ans, ça commence à être un compte où il y a une alerte. Et à partir de 8 ans, nos équipes commerciales essaient d'entrer en contact avec les clients pour essayer de comprendre la situation, comprendre un peu ce qui se passe, essayer de comprendre pourquoi le compte est dormant et il n'y a pas d'activité. Et après une certaine période, si on n'a pas de retour de client jusqu'à 10 ans, on est légalement tenu de transférer les fonds chez notre régulateur, à la Banque centrale. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on mène ces campagnes. Quand on se rend compte à partir d'un certain temps que les comptes des clients ne sont pas actifs sur cette longue période, on entreprend, comme toutes les banques de la place, des opérations pour pouvoir essayer de contacter ces clients, parce qu'on peut comprendre que ça peut être des clients décédés, ça peut être des clients qui sont partis à l'étranger. Donc on fait des communications par tout type de moyens, en tout cas assez publics, pour donner l'opportunité aux clients ou aux ayants droit ou aux personnes qui sont autorisées, leur donner l'opportunité de rentrer en contact avec nous pour pouvoir récupérer les fonds, ou en tout cas qu'on sache un peu ce qui se passe sur le compte. Cette opération, elle est vraiment faite dans l'intérêt des clients. Et d'ailleurs, comme je vous disais, le buzz a même participé à attirer l'attention. Souvent, c'est très difficile de contacter les clients qui n'ont pas donné des informations sur leurs nouvelles adresses et tout ça. On essaie de les rechercher longtemps avant de faire la communication publique. Et quand on en arrive là, c'est que vraiment, on n'a pas d'autre recours. Pour les banques, la publication de communiqués informatifs sur les comptes dormants se fait dans l'intérêt même du client.
Ces communications-là, c'est vraiment dans l'intérêt du client. Vous savez, pour avoir un compte où un parent peut être décédé et il a un compte dans une banque, la famille peut ne pas être au courant et puis finalement, la personne n'est plus là. Et c'est ce type de communication qui permet justement d'avoir des retours. On en a eu pas mal depuis le lancement de cette dernière campagne qui a créé tant de buzz, où les clients, du coup, des parents de clients ont pu revenir vers nous, doivent fournir les documents, que ce soit les actes notariés, la preuve qu'ils sont effectivement les héritiers, pour qu'on puisse entamer des démarches avec eux, pour qu'ils puissent entrer en possession des fonds. Notons que les comptes de dépôt à terme de 10 ans ou plus, les comptes faisant l'objet de gel ou d'une surveillance judiciaire ou administrative, pour un détenteur de plusieurs comptes dans une même banque ou avec les transactions régulières sur l'un des comptes, les autres comptes sans opération ne sont pas concernés. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire a adopté un projet de loi sur les jeux de hasard. Le nouveau cadre juridique tient compte de l'apparition de nouvelles formes de jeux, nées notamment de l'avènement des nouvelles technologies, entre autres le loto, l'un des plus prisés par les jeunes Ivoiriens. Chaque jour, ils accourent dans les points de vente pour parier, parfois au prix de leurs dernières économies. Qu'est-ce qui explique cet intérêt grandissant pour le jeu de loto? La jeunesse en est-elle devenue accro? Brice Niawa et Eric Kimou se sont intéressés au sujet. En Côte d'Ivoire, le secteur de jeux de hasard est régi par la loterie nationale. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui jouent à des jeux de hasard, attirés par les gains qui leur sont offerts. Il y a un peu longtemps, ça peut valoir même 4 à 5 ans. Depuis avant de jouer l'auto Côte d'Ivoire, je vais jouer l'auto Ghana. Je ne peux gagner 250 000. Bon, si on veut voir, il y a perdu, il y a des jeux, je peux jouer plus de 10 000. Successivement, pendant 3 jours, 4 jours, on peut perdre 50 000, 2 jours, 3 jours. Bon, je joue ça d'abord pour me faire plaisir et pour avoir de l'argent. Je peux avoir souvent 500, 400 000. Souvent 20 000, plusieurs montants, peut-être jusqu'à 20 000 comme ça, ça arrive. Parce qu'il m'en sort un peu dedans. Bon, l'auto, c'est un don de chance. Si Dieu a fait que ta chance est sortie dedans, tu gagnes pour toi. Chaque jour, les parieurs préparent un budget et tentent leur chance. Une pratique à laquelle il est presque difficile de s'en défaire et qui pourrait s'apparenter à une addiction. Ce point peut jouer 7 000 par jour, ce point 10 000 par jour, qu'est-ce qu'il joue par jour. Si le jour il n'a rien, il peut jouer 3 000, 2 000 francs. La justice est devenue accro au loto, parce que souvent on voit les jeunes même de 15 à 18 ans qui sont là, comme nous autres. Pourtant ils n'ont pas de charge, mais ils sont là. Donc c'est dire qu'aujourd'hui la jeunesse est devenue accro au loto. Gagner ou perdre font partie du jeu. Mais tous les perdants n'acceptent pas toujours l'arbitrage. Oui, c'est vrai, parce que souvent, les résultats, jusqu'à 30, on dit le résultat sort. Mais on peut attendre quand même jusqu'à 11 heures, le résultat sort, sans être trafiqué. Regarde, maintenant, j'ai joué 24, 27, 54. Ils ont fait sortir 27, 45. J'ai tapé pour tout. Il y a des trucages. En tout jeu, il y a tout trucage. Il y a des changements de jeu. Souvent, même, tu vois, on envoie le résultat. Au moins, tu dis que tu as gagné, tu applaudis. On vient, on dit qu'on a changé le résultat. C'est pas normal. C'est à la base que tout se passe. Les joueurs viennent, moi, je ne fais que couper leur numéro. Puisqu'ils disent qu'il y a des trucages. Mais moi, je ne peux pas confirmer cela. À côté des jeux de la Lonassi, il existe plusieurs autres jeux illégaux qui pullulent les cités, ce qui en rajoute à la dépendance des jeunes et crée un manque à gagner pour l'économie ivoirienne. À l'étranger, le président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a été réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de 5 ans selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale annoncés par le ministre de l'Intérieur. Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, dévance largement son principal rival Guy Brice Parfait Colélas, décédé lundi, qui a obtenu 7,84% d'après ces mêmes résultats, qui peut faire l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle. La participation s'est établie à 67,55%. L'opposant Mathias Zon a annoncé son intention de déposer un recours pour demander l'annulation du premier tour qu'il qualifie de calamiteux. Le seul adversaire en mesure d'inquiéter le président Sassou Nguesso, Guy Brice Parfait Colélas, est décédé lundi en France lors de son transfert médicalisé après avoir été testé positif
au Covid-19. Toujours à l'étranger, un jeune homme de 21 ans a abattu hier 10 personnes, dont un policier, dans un supermarché du Colorado, un État ayant déjà connu 2 des pires tueries de l'histoire des États-Unis. Le tireur a été blessé à la jambe et hospitalisé dans un état stable. Son mobile n'est pas encore connu selon les autorités. Yeli Traoré. 10 personnes, dont un officier de police, ont été tuées lors d'une fusillade dans un supermarché de la ville de Boulder, dans l'État américain du Colorado. Un suspect blessé au cours de l'incident a été arrêté, ont déclaré les autorités locales plusieurs heures après les faits. La police a dit disposer dans l'immédiat de peu d'informations sur la fusillade, dont le motif n'était pas connu pour le moment, qui s'est produite vers 15 heures dans cette ville située à 45 km au nord-ouest de Denver. Un couple de jeunes mariés qui se trouvait dans le supermarché où se déroulait une fusillade raconte la scène. C'était vraiment la panique. Je pense que beaucoup de gens ne savaient pas exactement où ils étaient ou ce qu'ils allaient devenir. Tout à coup, alors que je revenais vers elle, j'ai entendu un gros bang. Je me suis demandé ce que c'était que ça. Ça ressemblait à un coup de feu. Je n'étais pas sûr que ce soit ça. C'était probablement de l'extérieur, parce que c'était assez étouffé. Mais tout d'un coup, nous avons commencé à entendre plus de bang, 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 bang. Selon des médias américains, l'homme était équipé d'un fusil d'assaut de type AR-15, arme très populaire aux États-Unis et qui a souvent été utilisée par des auteurs de tueries de masse dans le passé. La vice-présidente américaine évoque une tragédie. C'est absolument tragique. C'est tragique. 10 personnes qui vivaient leur journée, qui vivaient leur vie, qui ne dérangeaient personne. Un officier de police qui faisait son travail avec beaucoup de courage et d'héroïsme. Ce massacre est intervenu moins d'une semaine après qu'un tireur, également âgé de 21 ans, a abattu 8 personnes dans des salons de massage asiatiques d'Atlanta, en Géorgie. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.